Chers amis philosophes, merci d'être là. Déjà, un soleil magnifique, ça ne nous a pas empêché de venir méditer avec nous sur ce thème particulièrement actuel, qui est langage et manipulation. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier vivement le CUM pour ce lieu enchanteur, la présidente, enfin, en tout cas de l'administratrice du CUM, qui est Madame Kozanic, qui nous reçoit chaque année pour un colloque annuel dans ce magnifique centre universitaire méditerranéen qui avait été inauguré d'ailleurs par Paul Valéry en 1933 et qui avait accepté ici la charge d'administrateur. Nous réalisons ce 9e colloque de l'Institut Spinoza grâce au soutien de la ville de Nice et pour la fidélité aussi de son public. Merci encore pour ce rendez-vous que vous ne manquez pas. Merci aux intervenants qui forment au sein de cet Institut Spinoza une véritable équipe. Je remercie tout particulièrement notre conférencière Lila Clara Kessous, qui j'espère rejoindra cet institut pour de longues années à venir. Donc merci à vous, Arnaud Munster d'être là, Marc Benveniste qui va bientôt arriver je pense, Alain Barthes, Christian Giacomino et Franck Laloux. Pour présenter cet Institut Spinoza que vous soutenez par votre présence, par un colloque donc annuel, cet institut a pour mission de diffuser, vous l'avez bien compris, l'œuvre de Spinoza pour sa réhabilitation officielle. L'objectif étant de réaliser in fine, c'est assez ambitieux, un symposium international. Ça fait 9 ans qu'on l'attend, ce symposium, et on l'aura, j'espère. Les recherches sur Spinoza avancent considérablement, et j'en ai pour preuve formidable travail d'Arnaud Munster, très distrait Arnaud, mais en tout cas son travail est absolument remarquable, que je tiens donc à saluer, qui a découvert les manuscrits d'Ernst Bloch. Ernst Bloch y avait consacré des cours, un séminaire, et il a retrouvé ces manuscrits. Il nous a traduits de l'allemand au français. Certains découvrent les cahiers noirs d'Heidegger, d'autres des séminaires et des cours sur Spinoza, de ce philosophe de l'école de Francfort, nous léguant ce fameux principe espérance. C'est une relecture et une aventure donc, qui nous permet de nous replonger dans l'œuvre de Spinoza. Donc, nous sommes loin des cahiers noirs de Heidegger. Merci Arnaud. Merci. Je vous invite à acquérir les ouvrages des auteurs de ce colloque présentés par la librairie Masséna et à rejoindre notre site institut-spinoza.fr. Nous l'avons changé, donc essayez de vous connecter de temps en temps. En étant membre, il vous sera offert un exemplaire de l'incontournable éthique de Spinoza. Donc faites-le à l'issue des conférences que vous aurez là. Voilà, cette petite opération marketing, on peut souffrir, n'est-ce pas, un petit peu? Voilà, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour la réflexion philosophique. Nous pourrons organiser, je l'espère, un 2e voyage à Amsterdam sur les traces de Spinoza et y organiser peut-être un nouveau colloque. Pourquoi pas? Voilà nos objectifs en tout cas. Rappelez-vous, l'année dernière, nous étions témoins avec amertume de l'ouverture des hostilités de la Russie envers le peuple ukrainien le 1er mars 2022. Et aujourd'hui, nous sommes face au discours de la guerre, selon l'expression de Glucksmann, qui fait appel à une pratique particulière du langage, en pervertissant le sens des mots. En effet, le terme de guerre, exemple évident, n'est jamais utilisé par l'état-major russe, mais celui, par exemple, d'opération militaire ou offensive pour sauver, dit-il, les Russes d'un génocide. Le mot dénazification n'a jamais été autant surexploité dans un narratif construit donc sur une guerre patriotique, en tout cas au nom d'une guerre patriotique qui semble légitimer cette action. D'ailleurs, Spinoza remarquait concernant le mot, même le plus anodin comme pomum, la pomme, peut devenir par combinatoire associative un terme qui a un sens spécifique pour chacun. Un 2e exemple que donne Spinoza concerne les traces d'un cheval sur le sable. Le mot cheval, par exemple pour un paysan, ce cheval qui laisserait une trace, ou un soldat est fort différent. La concaténation des images qui s'opèrent en lui constitue un univers symbolique
fort différents. Je lis le texte, donc le même mot va faire appel, bien sûr, à des associations mentales complètement différentes. Alors, je lis cet extrait de l'éthique. Par exemple, de la pensée du mot pomum, un romain tombera aussitôt dans la pensée d'un fruit qui n'a aucune ressemblance avec ce son articulé, ni rien de commun avec lui, sinon que le corps de cet homme a souvent été affecté par les deux, c'est-à-dire que cet homme a souvent entendu le mot pomum alors qu'il voyait ce fruit. Et c'est ainsi que chacun, d'une pensée, tombera dans une autre, suivant l'ordre que l'habitude a pour chacun mis dans son corps, entre des images. Car un soldat, par exemple, voyant dans le sable des traces de cheval, tombera aussitôt de la pensée du cheval dans la pensée du cavalier, et de là dans la pensée de la guerre, tandis qu'un paysan tombera de la pensée du cheval dans la pensée de la charrue, du champ, etc. Et ainsi chacun, de manière et de la manière dont il a accoutumé de joindre et d'enchaîner les images des choses, tombera d'une pensée dans telle ou telle autre. Donc le texte est quand même assez clair par rapport aux déviations et aux interprétations des mots. Il est possible donc de repérer la classe sociale d'origine, par exemple, des prophètes, tandis qu'un prophète paysan prophétise avec des images de bœuf ou de vache, un prophète soldat prophétise avec des images de généraux et d'armées. Tout un imaginaire caractérise donc les classes sociales jusqu'au corps même des agents. L'autorité par les mots exerce bien une violence symbolique sur la fonction corporelle du langage lui-même, qui devient, dit-on, l'incorporation dans l'ordre établi. L'incorporation de l'ordre établi, pardon. Réflexe conditionné, automatisme, stimuli-réponse, habitus, préjugés et a priori, tout ce que le numérique colporte au niveau publicitaire dans les réseaux sociaux. Le mot en soi neutre produit une affection, une affectation pour Spinoza, source de tristesse ou de joie, selon qu'il est associé par un souvenir à un événement. En cela, il va augmenter ou diminuer la puissance d'agir de la personne. Spinoza nous apprend à comprendre donc les mécanismes de ce dressage symbolique, entre guillemets, dès le départ qui a lieu dans les appareils d'État comme les appareils religieux. Alors je ferai référence volontiers à un texte de Rousseau qui prend tout son sens sur l'écrit, qui ne fait que renforcer et figer le pouvoir du langage en commandement, en prescription, privant l'individu de sa liberté d'agir, donc dans des régimes d'exception ou de non-droit. Le chapitre 20 qui clôture le discours sur l'origine des langues déclare ainsi: les sociétés ont pris leur dernière forme, on n'y change plus rien qu'avec du canon et des écus. Et comme on n'a plus rien à dire au peuple, sinon donner de l'argent, on le dit avec des placards au coin des rues ou des soldats dans les maisons. Il ne faut assembler personne pour cela, au contraire, il faut tenir les sujets épars. C'est la première maxime de la politique moderne. C'est remarquable ce texte pour montrer à quel point l'impact de textes de prescription, bien du langage, bien sûr le langage écrit, mais ce langage qui va devenir particulièrement liberticide. Certes, c'est difficile de s'en extraire, d'après Spinoza, de ce langage justement prescriptif, de ce langage manipulateur. Mais il est possible d'en prendre conscience. Seulement en prenant connaissance et conscience de cette manipulation, nous pourrons peut-être nous en libérer, c'est prétentieux, mais en tout cas lutter plus facilement. C'est là le rôle de la philosophie. Le mot guerre, vous l'avez bien entendu, prend des acceptions détournées par les belligérants selon les camps des oppresseurs et des opprimés. Qui manipule qui? Il faut, comme le montre Spinoza, encore opposer les manipulateurs des manipulés. Et en ce sens, Spinoza met davantage la responsabilité sur les manipulés passifs que nous sommes, que sur les manipulateurs, manipulés passifs impuissants, que sur les manipulateurs eux-mêmes. Pourquoi?
Et je m'explique. Les manipulateurs, rassurez-vous, et je suis conscient de ce malheureux cynisme, persisteront toujours, car c'est la vocation des dirigeants que de manipuler le peuple. Cependant, le peuple ne peut pas demeurer dans cette situation, selon Spinoza, car il se perdrait et renoncerait à jamais à sa dignité. Il s'agit pour le Spinoza combatif que nous connaissons dans tous les traités politiques, pas seulement l'éthique, d'agir à la base, c'est-à-dire au centre même du premier genre de connaissance. Ce qui nous conduit à une critique des passions tristes et de la peur, surtout entretenue savamment par le pouvoir politique pour une désaliénation et une émancipation politique. Des constructeurs, oui, Spinoza l'est, mais de façon réaliste. Il n'est pas possible de rendre le langage qui prend sa source dans nos affects rationnel, il n'est pas possible de le transformer en un langage rationnel, scientifique ou algébrique, mais il est possible en revanche de prendre conscience de son potentiel manipulateur. La philosophie du langage de Spinoza peut se résumer en 3 points principaux. D'abord, le langage n'a pas de rapport immédiat à la réalité. Il n'a en lui-même aucune teneur ontologique. On quitte ainsi le terrain du vrai et du faux. C'est là le nominalisme de Spinoza, dans cette séparation absolue donc entre le mot et la chose. Spinoza associe donc le langage à la création parfois de chimères. La chimère en elle-même est une preuve que le langage ne se relie à rien par rapport à une non-réalité, il dit bien un être qui est purement verbal. Nous pouvons par exemple exprimer l'idée de cercle carré, mais ceci n'est rien qu'un mot. Deuxième aspect chez Spinoza, les mots se rattachent à une connaissance inadéquate et imparfaite, celle du premier genre de connaissance, par oui-dire, vous voyez, un peu ce qu'on en voit toujours sur les réseaux sociaux, par oui-dire. Ils ne sont pas les signes d'une vérité et d'une rationalité sans faille, puisqu'ils sont liés dans leur constitution même à l'imagination. Troisième point, il n'y a pas de langage chez Spinoza concevable en dehors des usages historiques, des situations d'énonciation qui obéissent aux critères de l'utilité. On en a vu un exemple avec le mot pomme ou le mot cheval, laissant des traces sur le sable. Étant donné que les mots sont capables de dire des contre-vérités et des mensonges, alors la manipulation est bien consubstantielle au langage, ce qui ne légitime rien, bien sûr, mais montre ce glissement toujours possible. Comme un jeu d'enfant, l'expérience du mensonge peut le prouver. Donc le langage pur n'existe pas. Il n'existe que par rapport à la communication sociale. La première question qui se pose est celle, lorsque nous parlons du rapport, par exemple, de la pensée au langage, du langage avec la conscience, c'est la question de la liaison entre l'intellect et l'affect. C'est là où prend tout le sens de l'œuvre de ce grand psychologue qui est, j'en parlais avec mon collègue et ami Christian Jacomino, ce livre magistral, je disais, j'ai mis 30 ans pour le trouver, je vous conseille, c'est Lev Vygotsky, Pensée et langage, qui a été malheureusement persécuté par le régime stalinien, Lev Vygotsky, et qui démontre contre Piaget, Piaget a été pour lui essentiel, bien sûr, dans la construction de sa philosophie, mais en tout cas, Lev Vygotsky montre à quel point le langage ne peut être séparé de la pensée. Donc, les théoriciens du langage ont tout fait, finalement, comme les rationalistes du langage, comme Descartes, par exemple, de séparer ces deux ordres, ce qui est impossible pour Lev Vygotsky. Donc là, il parle du développement de l'enfant en particulier. Là, je vous conseille aux parents et grands-parents qui sont là, voir comment l'enfant se développe, pour lui, non pas de façon fataliste ou naturelle. Il y a des modes qui disent que l'enfant peut évoluer sans l'école, par exemple, libre, dans une liberté totale, dit que c'est impossible, que la construction de l'enfant se fait essentiellement par le maître, par l'école, par le collectif, et évidemment, bien sûr, au moyen de cette zone proximale de développement dont il parle, c'est-à-dire de ce potentiel qu'on va développer à chaque moment pour lui. Vraiment, c'est une œuvre assez remarquable. Alors pourquoi Lev Vygotsky? D'abord, il est spinoziste, ce qui est pour nous cerise sur le gâteau, le cadeau de voir un Lev Vygotsky qui est spinoziste, qui se réfère à Spinoza par rapport à sa philosophie de la joie
et du développement optimal des étapes de la conscience, et aussi de la promulgation des affects positifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éduquer un enfant, évidemment, dans les passions tristes, dans la culpabilisation permanente, évidemment, il va se développer différemment. Donc voilà, ce serait très long de développer cette œuvre magistrale, je passe rapidement, parce que vous me voyez très passionné, et c'est vrai, je le suis. Donc Spinoza, très réaliste, a quitté l'espoir naïf d'un âge d'or. Il sait que les potentats de tout crin ne changeront jamais. En revanche, si les masses s'instruisent en sortant d'une connaissance primaire du premier genre, eh bien, ils désespéreront, ces dictateurs désespéreront finalement de leur projet. Ce n'est pas un point de vue messianique pour Spinoza, mais une nécessité qu'il place dans l'éducation morale et citoyenne de l'homme. Le dernier point sur lequel on n'insistera jamais assez pour lutter contre la manipulation est bien la question de la causalité, toujours ignorée dans le discours politique propagandiste, l'escamotage de la chaîne des causes, concernant la désinformation, par exemple, dans les médias qui tournent en boucle, je suis très allusive, mais je le fais sciemment, qui tournent en boucle, par exemple, sur une même zone géographique, sans examiner les causes, par exemple, sur la présence effective de terroristes armés qui n'ont rien à faire dans un lieu sain et qui constituent en soi une menace, par exemple. Donc les médias, à force d'être factuels, à force d'avoir une religion des faits, finalement, ne remontent jamais à la chaîne causale, si chère à Spinoza, et c'est là la technique manipulatrice qui développe une pensée unique et monolithique et qui entretient la haine. Encore une façon de revenir à Vygotsky par rapport à l'enfant, puisque les médias fonctionnent et exploitent aujourd'hui le caractère irrationnel et parfois préverbal du langage. Par exemple, la problématique du complot présente un discours fantasmatique qui obéit à la même logique d'occultation des effets et des causes. Ce que Spinoza relève chez les grands prédicateurs théologiens, par exemple, c'est la technique du faux complot ou l'invocation de la providence divine pour jouer sur l'ésotérisme, sur tous les registres de la peur. C'est là, j'arrive au point de la démonstration, c'est là où la pédagogie prend tout son sens avec Lev Vygotsky, remarquable psychologue de la Russie soviétique soumis à des persécutions staliniennes, et qui va montrer justement que l'apprentissage de l'enfant commence dès son développement, ce qui veut dire que le maître et l'école sont donc inséparables de sa construction. Ce colloque, qui abordera différents points de vue orientés sur la question linguistique, ne se hasardera pas dans les méandreuses recherches sur une quelconque origine du langage, ni dans les délimitations que Ferdinand de Saussure a bien fixées sur langue, langage et parole. En effet, dans ce colloque, il sera question de penser la question universelle du langage au sens philosophique et politique concernant toutes les langues et tous les peuples, même si une partie de ce colloque plus historique se pourra consacrer avec Arnaud Mauster au LTI de Victor Klemperer, ce livre absolument incontournable sur la langue du Troisième Reich, une petite poche que vous pouvez vous procurer des éditions Agora, et qui est essentiel pour bien comprendre ce travail criminel de novlangue, de nazification d'une langue. Là, on est bien sûr dans la langue allemande. Et donc, nous aborderons ensuite l'actualité du langage manipulateur au sein de la censure, même des langages de l'humour et du langage sexiste, pour redécouvrir enfin, et c'est là la note positive, le texte des Écritures comme le Cantique des Cantiques, hors de toute récupération manichéenne, par exemple. Avec Marc Benveniste et Franck Laloux, nous pourrons découvrir qu'il y a une place pour un langage pur et hors d'atteinte, qui est le texte poétique. Bon, ça suffit, j'ai trop parlé, vous êtes d'accord avec moi. Commençons par le commencement, l'approche d'un linguiste, Christian Jacomino, qui détecte les manipulations à leur naissance sémantique dans les discours des médias. Merci Christian de prendre la parole.